Bonjour à tous. Pourquoi chercher plus loin sur France 3 depuis le Palais Granvelle, le musée du temps de Besançon, pour mettre à l'honneur le travail des magiciens de la matière capables de transformer la terre ou la pierre en construction ou en œuvre d'art et même à faire du beau avec du béton. D'abord, l'argile de Puisay, un trésor connu depuis le XIVe siècle, une terre non poreuse vendue dans le monde entier, même jusqu'au Japon. Sa fabrication a d'ailleurs obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant. Direction Saint-Amand en Puisay, où existe depuis 40 ans le Centre international de formation à la céramique, pour nous offrir une leçon personnalisée avant de nous intéresser aux techniques de cuisson, toujours très spectaculaires et pleines de surprises. Un calage à l'intérieur de la cuisse. Encore un petit peu à la base. Il y a un léger décentrage, mais tu vas l'avoir en perçant. Redonne un petit coup, mets ton coude à l'intérieur de la cuisse et pousse vers le centre. Oui, relâche gentiment. Voilà, tu l'as. Là, tu peux l'aplatir. Donc l'idée de cette formation, c'est de donner un panel de formes qui ne sont pas à reproduire forcément telles quelles dans la réalité d'atelier, d'un atelier futur, mais plutôt d'y apporter une touche personnelle. Donc ce ne sont que des prétextes à aller vers d'autres formes. Pour moi, qui suis de la région et qui ai toujours connu l'argile et les potiers, pour moi, c'est ce que j'ai à l'intérieur, c'est tout ce qui me fait vibrer. Donc pour moi, il y a une suite logique dans ce que j'ai appris et dans ce que je peux transmettre maintenant. C'est comme une évidence. J'ai passé le premier CAP. Donc, du coup, pour moi, il y a une boucle qui se ferme et avec toute une ouverture sur l'ensemble des stagiaires qui viennent de toutes les régions possibles et imaginables, de tous les âges, hein, puisqu'on va de 18 ans à jamais. Bon. Séjour de cuisson chez le céramiste Alain Godebert. L'enfournement des pièces dans le four a été effectué avec précaution. Le feu est allumé depuis la veille. Alain charge encore une fois le petit feu, foyer du bas, avant de l'obstruer. Le grand feu, foyer du haut, va démarrer. Les poteries sont complètement enveloppées par la flamme. Donc quand c'est monté en 12 heures, c'est très bien pour les résultats que je vais chercher à obtenir. La conduite de la cuisson d'un four au bois est longue et délicate. Il faut savoir gérer l'atmosphère du four plus ou moins riche en oxygène et monter progressivement en température pour atteindre les 1300 degrés. Des cendres chargées d'oxyde traversent le four en modifiant la couleur des émaux. Dans les émaux, il y a des produits qui ont tendance à la volatilisation. Donc ça, il y a toujours une part un peu aléatoire, quoi. Quand je fais des rouges de cuivre, le cuivre il part dans l'atmosphère, quoi. Il faut quand même qu'il en reste sur la pièce pour qu'elle sorte rouge, quoi. Mais quelquefois, elles sortent bleues. L'argile sert à la fabrication des toits en tuiles vernissées. Nous avons un bel exemple ici au Palais Granvelle de Besançon. Citons aussi les Hospices de Beaune en Côte d'Or. On parle souvent de tuiles vernissées, mais nous devrions plutôt dire tuiles glaçurées. Soyons précis et il faut être rigoureux car nous avons maintenant rendez-vous avec l'experte en la matière, auteur d'une thèse sur le sujet dans la dernière fabrique de Côte d'Or. Bonjour Monsieur Laurent. Bonjour. Vous êtes en plein travail ?
Oui, on est en train de fabriquer des tuiles, tuiles plates. Donc d'où vient l'argile? La carrière est située à 500 mètres d'ici, donc on fait l'extraction une fois par an. Elle est stockée ici sur la plateforme et donc on la passe dans différentes machines pour la rendre malléable afin d'obtenir une pâte douce. Cette roue pointée sert à percer les tuiles pour qu'elles soient... pour les attaches. Voilà. Et ici, vous posez les tuiles en terre fraîche sur des tuiles anciennes courbées. Tout à pour fait. que les nouvelles tuiles aient une courbure. Voilà. Donc chaque support est une tuile ancienne qui a un galbe différent. Que ce ne soit pas régulier comme les tuiles des fois industrielles qui sont vraiment toutes identiques les unes par rapport aux autres. En même temps, la courbure permet de faire mieux glisser l'eau de pluie. Tout à fait, puis avoir un meilleur recouvrement de la toiture. Après avoir été découpées, percées, marquées, les tuiles d'argile sont séchées à l'air libre, puis en séchoir pendant une 8aine de jours avant d'être cuites au four à 1040 degrés. Ce n'est qu'après ce processus bien spécifique que vient le temps d'appliquer la glaçure. Donc là, vous passez la première couche. Un mélange d'engobe et d'émail blanc pour donner un fond blanc sur la tuile. Avec le marron. La glaçure. Donc pour l'instant, on ne peut pas du tout distinguer la couleur. Pour l'instant, on ne peut pas distinguer la couleur. Là, après cuisson, deuxième cuisson à 980 degrés, on va obtenir un marron foncé, pratiquement noirâtre. Voilà. Donc là, nous avons quelques tuiles cuites. Oui. Avec ou sans engobe. Le fond blanc initial et la glaçure, miel, qui devient jaune. Ça, c'est la même glaçure. Eh bien, voilà avec nos tuiles sorties du four, donc on va réaliser un losange. Voilà un exemple, avec différentes couleurs. C'est le principe des écailles de poisson pour l'étanchéité. Sinon, si les tuiles étaient toutes alignées, l'eau s'infiltrerait sur les côtés. Étant décalée, l'eau elle tombe ici, ensuite... Et donc ce décalage a une influence directe sur la constitution des motifs, puisqu'on ne peut pas réaliser de lignes verticales sur une toiture. Non, c'est difficile. On a toujours des transversales, des biais. On ne peut pas faire des lignes verticales, c'est compliqué, oui. Donc uniquement des diagonales, des lignes horizontales. Et c'est pour ça qu'on trouve essentiellement dans les motifs des triangles, des losanges, des trames losangées ou des croix. Oui, tout à fait. Chez les Laurent, la tuile est une affaire de famille. Au Granges-sous-Grignon, au bord du canal de Bourgogne, se trouve une tuilerie anciennement gérée par le père, puis par le frère d'Éric. Fermé depuis le milieu des années 70, l'endroit est aujourd'hui entretenu par l'association des Tuileries de l'Aussois, qui en a fait un musée. On y retrouve de nombreuses machines-outils ayant servi à la fabrication de tuiles. Combien il fallait de personnes pour autour de cette machine ? Une personne donc pour mettre la galette dans le moule, le deuxième presse une par une, et puis un troisième employé va les ranger dans les rayons de séchoir. D'accord. Et dans cet atelier, il y avait plusieurs presses comme ça qui travaillaient ? Oui, une presse pour les tuiles plates, une presse pour les tomettes, et puis une autre presse pour les briques pleines. Cette presse-là a fonctionné jusqu'en 1960 environ. Ah oui, encore en 1960, il les faisait encore à la main. Encore à la main, oui, c'est pressé. Pas simple non plus, la rénovation d'un clocher-comtois, ces fameux dômes aux couleurs et aux formes très différentes. Il y en a près de 660 au total. Nous avons suivi la restauration de celui de Trémoin en Haute-Saône, datant du milieu du 19e siècle, pour évoquer le travail contemporain, celui-ci, des couvreurs. Cet échantillon là, ici est présenté, c'est le décor qui sera posé sur le toit. Pas tout à fait. Le principe, ce sera celui-là, mais en fait, on aura un système de chevrons avec les tuiles qui sont dans cet ordre-là, mais seulement avec 5 tuiles à chaque fois. Donc par rapport aux anciennes, par exemple, comme celle qui traîne ici, donc des couleurs qui soient les plus proches des tuiles anciennes. Donc vous voyez que là, les deux jaunes là, sont très semblables. Les formats de tuiles n'ont pas changé, c'est toujours la même largeur, c'est-à-dire environ 15 cm, et puis 27-28 cm de long. Donc ça, c'est des tuiles qui ont déjà vécu dehors, celles-ci? Oui, ça, c'est des tuiles qui ont
très difficile de dater les tuiles, mais je dirais que ça, c'est des éléments qui ont 150 ou 200 ans. C'est-à-dire que c'est peut-être des éléments qui datent de la construction de l'église. Ça. Si vous voulez, je vous propose qu'on monte jusqu'à la charpente. Et puis, au sommet du ça, clocher. Voilà. Pas de problème. Ça, on pourra voir ça de plus près. Pour la restauration d'un tel ouvrage, les tuiles sont sélectionnées avec l'aval de l'architecte des bâtiments de France. C'est lui qui choisit leur couleur et le motif qu'elles vont dessiner. Il en faudra près de 7000 pour couvrir ce clocher. C'est un poids de 8,5 tonnes qui reposera entièrement sur la charpente. Donc là, on est arrivé à l'égout du clocher. Donc ici, par exemple, on peut... Vous voyez, là, vous avez le système de fixation des tuiles. Les tuiles sont fixées par un nez, là, comme ça, accrochées sur le liteau. Les premiers rangs, là, on ne peut pas les ligaturer, donc les premiers rangs vont être cloués. Et ensuite, toutes les tuiles sont ligaturées, c'est-à-dire qu'il y a un fil de cuivre qui passe à travers. On passe ce fil sous le liteau, on le remonte par-dessus la tuile et on fait une boucle pour serrer le fil. Voilà. Et le couvreur, bon, il y a un couvreur qui reste en bas, qui approvisionne ses collègues avec le chariot qui monte les tuiles. Il fait les chariots avec le nombre de tuiles qui correspond au dessin. Et le couvreur compose son dessin en fonction du calepin qu'on lui a donné. Voilà, et comme ça, le dessin se compose comme ça. Quand on a des clochers qui sont en très mauvais état, à ce moment-là, on utilise une autre technique qui consiste à lever le clocher, à le descendre et à le réparer au sol. Au sol. Et à ce moment-là, puisqu'on l'a descendu, on refait la couverture. Aujourd'hui, on a des grues qui sont suffisamment puissantes pour lever un clocher complet comme ça, avec sa couverture. C'est un élément qui fait entre 13 et 16, 17 tonnes. Donc, mais aujourd'hui, on a des grues suffisamment puissantes pour pouvoir faire ces opérations dans cette grue. Parce qu'il est simplement posé. Le rapport entre la hauteur et la masse est tel qu'il n'y a pas absolument aucune fixation dans la maçonnerie. On a le pied douche au-dessus, on a la pointe avec le coq sur le top, et la boule qui symbolise le monde, dans laquelle on parle qu'il y a toujours des secrets, qu'il y a toujours des choses enfermées. Il arrive que les couvreurs qui font les clochers mettent dans la boule leur nom, le nom de l'équipe municipale, et puis aussi un journal de l'époque, pour dater les travaux. Pour les chrétiens, le coq est l'emblème du Christ. Bienfaiteur, il annonce l'arrivée du jour après la nuit, de la lumière après les ténèbres. Aujourd'hui, la plupart de ces girouettes sont fabriquées de manière industrielle. Mais à l'origine, chacun de ces coqs a été conçu à la main par un artisan. Nous voici à Chissé-sur-Loup, dans l'atelier de Bernard Huguenet. Il fut un temps où Bernard travaillait ses terres et élevait ses animaux. Depuis quelques années, il s'est mis à fabriquer des girouettes, des coqs notamment, qui ornent les toits des maisons alentours. C'est un homme passionné, amoureux de son terroir et fidèle aux traditions qu'il habite. Pour concevoir ses créations, Bernard travaille à l'aide d'outils modernes selon des méthodes et des techniques ancestrales. Les matériaux utilisés sont choisis avec soin, car ces girouettes exposées en plein ciel se doivent de résister à tous les vents. Les coqs sont fabriqués en cuivre, puisqu'ils ne s'oxydent pas, ils ne rouillent pas. Un coq qui est perché à 30 mètres de haut ne va pas être visité tous les jours, donc ils utilisaient forcément ces matières de cuivre pour la durabilité. Souvent un coq qui reste très longtemps. Moi j'ai toujours vu le mien sur mon clocher, puis je pense qu'il va encore y rester encore quelques années. Le coq ne possède pas qu'une valeur symbolique. Dans le passé, posé tout là-haut au sommet des clochers, cet animal pouvait s'avérer très utile pour les habitants des villages. C'était le premier outil de météorologie pour les paysans qui travaillaient la terre, sachant que dès que la girouette tournait au nord, ça voulait dire que c'était du beau temps qui arrivait. Là, on s'affairait à des travaux de champs, au moment des foins, on allait faucher, tout ça. Et dès que le vent tournait pour venir au vent de la pluie, donc du sud-ouest, là, il fallait se dépêcher de finir ses travaux, sachant que la girouette annonçait la pluie.
Les magiciens de la matière, après la terre, la pierre. Sans les pierres de Bourgogne-Franche-Comté, Paris n'aurait pas tous ses ponts, ses monuments. Je dis Paris, mais beaucoup d'autres villes du monde, c'est le même cas, comme Besançon d'ailleurs. Il reste plus d'une quinzaine de carrières en Bourgogne, à l'origine de 80 pierres différentes. Les techniques d'extraction, heureusement, ont beaucoup évolué. Nous avons donné rendez-vous à une géologue et à un responsable de carrière en Côte d'Or, à Comblanchien. C'est l'un des plus importants gisements. Qu'est-ce que c'est grand? C'est exploité depuis longtemps ici, la pierre? Oui, Comblanchien est exploité à peu près depuis le milieu du 19e siècle, avec un rythme d'exploitation de plus en plus soutenu. On peut penser qu'il y a plusieurs dizaines de millions de mètres cubes qui ont été extraits de ces carrières. Tout n'est pas du calcaire de Comblanchien dans cette carrière et tout n'est pas utilisé comme pierre marbrière. Non, pas du tout. Le Comblanchien est extrait dans les derniers 40 mètres et au-dessus, on a un découvert qui est en fait de la pierre également, mais qui a été dégradé par l'érosion. On ne trouve du bloc qu'à partir d'une quarantaine de mètres de profondeur environ. Et tout le reste, donc la partie du découvert, la partie supérieure est utilisée pour le granulat, donc en concassé. Au fond de cet immense chantier à ciel ouvert, à 40 mètres sous le niveau du sol, le calcaire de Comblanchien est la matière précieuse de cette carrière. Alors ici, l'explosif n'est pas utilisé. La pierre est sciée en blocs monumentaux, d'où son aspect lisse, pour être exploitée ensuite dans la construction, l'aménagement urbain ou encore la sculpture. Je vais te montrer une grosse tronçonneuse qui travaille directement dans le calcaire en fait. Dans le calcaire directement. Donc tu vois, on a un bras là qui fait 4,50 m et qui va permettre de faire une tranchée dans la pierre en descendant dans le rocher comme ça. Le petit tas que tu vois derrière, le petit merlon, là, c'est ce qu'on appelle les cuttings, c'est-à-dire la poussière que la machine va extraire en découpant. Ah, c'est amusant, c'est debout. On a l'impression de se retrouver au moment du dépôt du calcaire de Comblanchien, quand c'était un lagon bleu turquoise et qu'une boue, une fine boue carbonatée se déposait au fond de ce lagon. Là, tu vois la machine qui permet de tirer le câble diamanté en le faisant tourner. On tourne à peu près à 40 mètres par seconde. Donc on voit le fil qui rentre et qui ressort de la masse. Et c'est donc ce câble diamanté. Donc les petites perles qu'on a ici avec des entretoises et des ressorts sont recouvertes de petits grains qui sont en fait du diamant synthétique. Et ce diamant synthétique va faire comme une grosse lime à ongles et va fraiser dans la pierre. Donc on va pouvoir couper une masse comme celle-ci en à peu près une demi-journée. Il y a un petit peu de temps de mise en place et la machine recule sur des rails en tirant sur le câble. Donc c'est un petit peu comme un fil à couper le beurre. Les qualités techniques et mécaniques proches du marbre de la pierre de Comblanchien font que sa renommée dépasse désormais les frontières de l'Europe. Aux États-Unis, les architectes l'utilisent pour revêtir les façades des immeubles. En Chine, pour la construction des villas de luxe. À Taïwan, dans le dallage des gratte-ciel. Si on parle du Comblanchien, c'est vraiment ses qualités physiques et mécaniques qui permettent de l'employer sous tous les climats et dans toutes les utilisations qui ont fait que c'est une pierre qui est bonne pour tout, à la fois la construction massive comme le clos Vougeot et aujourd'hui le revêtement pelliculaire dans une cabine d'avion par exemple, c'est possible aussi. C'est quasiment une pierre qui peut être qualifiée de pierre de luxe pour certaines utilisations. Le travail des matériaux, un défi relevé également par les architectes. Le plus étonnant et symbolique sans doute, celui de la colline de Ronchamp en Haute-Saône. Nous étions là lors des différentes étapes de construction du monastère des Sœurs Clarisses, dessiné par Renzo Piano, tout près de la chapelle, signé Le Corbusier. Une commande passée en 2006. Il s'agissait cette fois de sculpter, de façonner le béton dans ce lieu fréquenté chaque année par plus de 80 000 personnes. C'est un tout petit projet pour l'équipe de Renzo Piano. Comme pour les autres projets de l'agence, les détails comptent et la trilogie couleur, lumière, végétation est déclinée sur la matière première du chantier, le béton. Je pense que là, il a à peu près
Il peut encore s'éclaircir un peu. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est la lumière qui ressort là au soleil, si vous voulez. Puisqu'après, on va avoir des jardins d'hiver, il y a quand même cette lumière qui va se voir et on va voir les ombres des trames des jardins d'hiver. Tout le monde est partant pour être très attentionné à la qualité. Et finalement, on ne sait plus trop bien faire du béton coulé en place. Ou alors, ce sont des entreprises très chères, très sophistiquées. Et dès qu'on veut du travail soigné, on utilise le béton préfabriqué. On a perdu le sens de l'artisanat. La qualité sur le chantier. La qualité d'exécution sur place. Donc ça veut dire qu'il faut un encadrement pointu, ça veut dire qu'il faut prendre du temps, ça veut dire qu'il faut suivre énormément les équipes. Ça veut dire que les équipes doivent être motivées. Les Clarisses, elles, ont vendu leur monastère de Besançon et vivent déjà sur place, et à l'étroit, dans 2 maisons dessinées par Le Corbusier au pied de la chapelle. Elles y resteront 18 mois. L'avantage, c'est de voir leur monastère se construire sous leurs yeux. Entre 2 avions, Renzo Piano vient régulièrement à Ronchamp. Chaque décision est mûrie. L'architecte a fait sienne la devise de Galilée: essayer et essayer encore. C'est un espace petit et l'équilibre est important. Moi, je comprends fort bien pourquoi ne pas mettre la couleur, comme entre les deux il y a du placo, autant mettre la couleur. De ce point de vue, c'est pas mal, mais du point de vue de l'équilibre de l'espace, c'est pas génial, puisque du coup, quand vous êtes là-dedans, vous avez... Il suffit de se mettre là, vous avez un côté coloré, l'autre. Il n'y a pas une logique. Ce qui est par contre plutôt logique, c'est de dire que l'extérieur, c'est la forêt, et le fond, comme ça, peut-être de la couleur, le plafond, peut-être, j'en sais rien, moi. Il faut regarder, mais il faut être dedans quand ça sera en entier. Oui, je crois qu'il faut... Pour l'instant, c'est trop tôt de dire ça. Et alors le placo, vous le traitez comment? Je ne vais pas me battre avec les Clarisses. C'est gentil. C'est une bataille perdue. Et même si j'ai gagné, j'aurais peur des effets secondaires. posthumes. Une menace. Des effets posthumes. 12 en fait. 1m12, 1m12. On a 3 fois moins. Travailler pour des Clarisses, c'est un peu particulier. C'est surtout le budget qui est serré. La couleur, c'est comme ça. Oui. Non, ça, c'est des essais pour les... On a fait 2 essais pour les salles de bain. En fait, il y a une entreprise italienne de carrelage qui nous a fait propos de nous faire don de ces carrelages pour les... Don? Oui, don. On prend. Pour les verticales. Et en plus, c'est très beau parce que c'est semi-artisanal et c'est de grès cérame mais pressé. Ça n'a jamais été fabriqué encore, donc c'est un vrai prototype. Ça serait mieux alors des couleurs un peu plus vives, ça, non pas le violet. Le rouge, il est beau. Voilà, donc si tu veux, tu vois, on a quand même... Mais des jeux comme ça, on ne va pas s'amuser à faire une fois d'une couleur, l'autre fois d'une autre couleur. On les a mis là pour que tu vois. Et donc c'est une très belle matière parce qu'elle n'est pas régulière. Hein? Oui, c'est donné. Oui. Enfin, on paye le fret, on paye le transport. Voilà. Chaque projet a une histoire, mais chaque projet, c'est un petit peu une nouvelle aventure dans laquelle on tâche de créer des émotions. Et là, les émotions sont celles du recueillement, du silence, du rapport avec la terre. Et notamment avec la chapelle qui est derrière, et qu'on ne dérange pas du tout, puisque d'ici, on ne va pas la chapelle, de la chapelle, on ne va pas ici. Je pense qu'on y est, je pense que c'est bon, on est sur la bonne route. Alors maintenant, là, encore 6 mois, 7 peut-être, 8, et après déjà les sœurs seront là, et après on verra encore plus. Mais maintenant, chaque fois, ça sera une surprise, puisque chaque fois, on approche.
Je vous conseille une balade virtuelle sur notre site internet pourquoichercherplusloin.fr. Vous y reverrez l'intégralité de nos découvertes de la chapelle de Ronchamp, des clochers comtois, de la pierre de Bourgogne, de la tradition potière en puisée et des tuiles vernissées. D'hier à demain, pourquoi chercher plus loin? La semaine prochaine, dans Pourquoi